Il existe des hommes que la gloire n'a jamais vraiment touchés, non pas parce qu'ils n'en étaient pas dignes, mais parce qu'ils avaient décidé, quelque part au fond d'eux-mêmes, que la lumière ne valait pas le prix qu'on lui demandait. Jean-Pierre Marielle était de cela, un géant discret, un monument sans socle, un homme qui a traversé le cinéma français comme une rivière traverse la roche, lentement, profondément, en laissant une empreinte que personne ne peut effacer. Si vous ne connaissez pas encore son histoire, accrochez-vous. Ce que vous allez entendre dans les prochaines minutes n'est pas une simple biographie, c'est la leçon de vie d'un homme qui a tout refusé pour rester lui-même, jusqu'au bout. Avant d'aller plus loin, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, abonnez-vous maintenant. Ici, sur les célébrités du monde, on raconte les vraies vies derrière les grandes carrières, les histoires que les magazines ne publient pas, les vérités que les plateaux de télévision n'ont jamais osé dire. Votre soutien nous permet de continuer à produire ces portraits uniques, d'aller chercher les détails oubliés, de rendre hommage à ceux que le monde a aimés sans toujours les comprendre. Abonnez-vous, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça change tout pour nous. Maintenant, fermez les yeux une seconde. Imaginez un homme sur une scène. Il n'est pas le plus grand, il n'est pas le plus beau, il n'a pas la mâchoire d'un héros de blockbuster ni le charme lisse des stars de magazines. Mais dès qu'il ouvre la bouche, quelque chose se passe. L'air dans la salle change, les spectateurs retiennent leur souffle. Sa voix, grave comme un tonneau de chêne vieilli en cave, vous saisit quelque part entre l'estomac et l'âme. Ce n'est pas du cinéma, c'est de la vie. Et cet homme, c'est Jean-Pierre Marielle, un être à part, inclassable, et pour cette raison même, inoubliable. Pour comprendre qui il était vraiment, il faut remonter à son point de départ. Né le 2 avril 1932 dans le Paris d'avant-guerre, il grandit à Précy-le-Sec, en Bourgogne, entre un père ouvrier taiseux et une mère douce portant en elle une tristesse tranquille que le petit Jean-Pierre observait sans comprendre. Pas de misère criante, mais une austérité qui pesait sur les épaules comme une veste trop grande. Ce qu'il aimait, c'était les mots, les livres. Il rêvait d'écrire, devenir romancier, construire des mondes entre les lignes d'un cahier. Mais la vie a ses propres mises en scène. Un jour, un professeur du lycée l'arrêta en plein couloir, le regarda avec l'air de quelqu'un qui vient de comprendre quelque chose d'important et lui dit simplement « Vous n'êtes pas fait pour rester assis, vous êtes fait pour être vu ». Ces quelques mots changèrent le cours d'une vie entière. Jean-Pierre Marielle entra au Conservatoire national supérieur d'art dramatique avec cette lenteur tranquille qui caractériserait toute sa carrière. Là, il croisa les trajectoires de futurs géants, Jean-Paul Belmondo, Claude Rich, Jean Rochefort. Ces hommes allaient devenir des étoiles filantes du cinéma français, des noms sur des affiches géantes. Et Marielle, il avançait à son propre rythme. Pendant que ses camarades de promotion se précipitaient vers les castings, lui prenait le temps de regarder, d'écouter, de comprendre. Il n'avait pas l'ambition des autres, il avait quelque chose de plus rare, une vision. Ses débuts furent modestes, volontairement. Théâtre de quartier, petite production télévisée, cabaret parisien, où il rodait sa présence comme un luthier ponce un instrument. Sa voix de baryton taillée dans le granit mais polie comme du velours lui valait régulièrement des rôles de patriarche bien plus âgés que son âge réel. Le cinéma ne savait pas encore quoi faire de lui, et lui, il s'en moquait. Dans les années 60, plutôt que de s'user à courir après des rôles qui ne lui ressemblaient pas, il choisit de retrouver les planches, les vraies, celles où le public vous regarde dans les yeux. Ceux qui l'ont connu à cette époque racontent un homme déjà pleinement lui-même, sans attente, sans impatience, avec juste cette certitude calme que le bon rôle finirait par arriver. Et il arriva. En 1969, le réalisateur Yves Robert lui offrit le premier rôle principal de sa carrière. Jean-Pierre Marielle avait presque 40 ans. 40 ans pour son premier grand rôle, une époque où la plupart des acteurs de sa génération avaient déjà accumulé les succès et les déceptions. Mais pour lui, ce fut le point de départ. Sa haute silhouette légèrement voûtée, son sourire en coin chargé d'une ironie douce, sa façon de distiller le sous-entendu dans le moindre silence devinrent immédiatement sa signature. Pas de l'esbrouf, pas de cabotage, juste une présence dense, magnétique, impossible à ignorer. Si vous appréciez ce genre de portrait en profondeur, n'hésitez pas à vous abonner à Les Célébrités du Monde. Votre abonnement nous permet de financer les heures de recherche, les archives, les témoignages, tout ce travail invisible qui rend ces vidéos possibles. Chaque abonné compte, rejoignez la communauté, c'est par là, juste en bas de la vidéo. Les années 70 furent son terrain de jeu le plus fertile. Marielle s'empara d'un genre que personne d'autre ne savait habiter avec autant de justesse. La comédie française absurde et satirique, celle qui gratte là où ça fait mal, qui rit de la société en tout en la radiographiant. Il incarna une galerie de personnages que l'on pourrait résumer ainsi. Des hommes ordinaires rattrapés par leurs propres contradictions. Des êtres qui voulaient fuir la modernité, résister à un monde qui allait trop vite.
Dans un film désormais culte, tourné en Bretagne, il jouait un vendeur frustré reconverti en peintre amateur errant à la recherche d'une vérité artistique qu'il ne trouverait jamais. Le film était grotesque, scandaleux, profondément humain. Le public rit, fut choqué, puis revint le voir une deuxième fois. Cette veine lui colla à la peau. On lui proposa des rôles de libertins, de bourgeois corruptibles, des hommes en rupture avec leur époque, et lui les accepta, les habita, les transcenda. Dans un autre film retentissant, il partageait l'affiche avec Jean Rochefort, dans une satire féroce où deux hommes abandonnaient femmes, responsabilité et société pour s'exiler à la campagne jusqu'à ce que le monde entier débarque réclamer son dû. Certains critiques adorèrent, d'autres qualifièrent ces films de rétrogrades. Des voix s'élevèrent pour critiquer le rapport aux femmes, leur esthétique de l'excès, et Marielle se retrouva, sans l'avoir cherché, au centre d'un débat culturel plus large. Il ne renia rien, il n'esquiva pas, il assuma chaque rôle avec la même intégrité tranquille, parce qu'il savait que ce qu'il incarnait à l'écran était un miroir tendu à la société, et les miroirs ne mentent pas, même quand ce qu'ils reflètent dérange. Ce que beaucoup d'ignoraient derrière la façade de ces personnages loufoques et provocateurs, c'était l'homme réel, quelqu'un qui lisait des philosophes jusqu'à l'aube, qui écoutait du jazz en cuisinant des plats bourguignons avec la précision d'un chef étoilé, qui préférait le silence d'une bonne conversation à deux au bruit de 1000 interviews. Ses amis le décrivaient comme fondamentalement pudique, poreux aux émotions des autres, mais très protecteur de ses propres blessures. Il y avait en lui une mélancolie douce, jamais amère, comme un homme qui a compris très tôt que la vie est belle et courte et que le mieux à faire est de la savourer chaque instant sans chercher à la posséder. Mais ne vous y trompez pas. Derrière les coups d'éclat comiques se cachait un acteur dramatique d'une puissance rare. Dans un film noir et intense des années 80, il incarnait un officier de police hanté par ses propres fantômes, consumé par une culpabilité qu'il ne pouvait ni nommer ni fuir. Le film était éprouvant, presque inconfortable à regarder. Marielle y était bouleversant. Ce n'était plus un personnage, c'était une âme mise à nu. Et puis vint le film qui aurait dû tout changer. Tous les matins du monde, réalisé par Alain Corneau, sorti en 1991. Un film austère, silencieux, envoûtant, comme une sonate jouée dans une cathédrale vide. Marielle y campait Monsieur de Sainte-Colombe, musicien du XVIIe siècle, veuf inconsolable, muré dans le deuil et la musique après la mort de son épouse, refusant les honneurs du roi, refusant tout ce que le monde lui offrait parce que rien ne valait ce qu'il avait perdu. Le film fut un choc. 7 Césars, une ovation critique unanime, et Marielle, favori pour le César du meilleur acteur, repartit les mains vides. Il n'en parla pas. Il haussa les épaules, commanda peut-être un verre de Bourgogne et passa à autre chose. Les récompenses n'avaient jamais été sa boussole. Ce qui comptait, c'était ce moment sur scène, ou devant la caméra, où quelque chose de vrai se produit. Quelque chose qui ne s'explique pas, mais qui se ressent. Abonnez-vous à Les Célébrités du Monde si ce n'est pas encore fait. Votre soutien nous permet littéralement de continuer à exister sur YouTube, à financer la recherche, les archives, les montages, tout ce que vous voyez et entendez. Chaque abonnement est un vote pour ce genre de storytelling. Alors, votez. C'est juste là, sous la vidéo. Parlons maintenant de quelque chose que l'on évoque rarement quand on parle d'un grand acteur, sa vie amoureuse. Non pas pour la curiosité malsaine des potins, mais parce que chez Marielle, l'amour fut le révélateur de tout le reste. Il aimait comme il jouait, intensément, maladroitement parfois, avec une profondeur qui dépassait toujours les attentes. Son premier mariage, dans les années 50, fut celui d'un homme encore en construction. Il avait épousé la comédienne Noëlle Wolf, connue sous son nom de scène Noëlle Léris. Une union de presque 10 ans, vécue dans l'incertitude et l'énergie brouillonne de la jeunesse. Peu de choses ont filtré de cette relation. Marielle n'en parlait pas. Il avait cette pudeur des hommes qui considèrent que leurs amours appartiennent à eux seuls, pas aux journalistes, pas au public, pas à la postérité. Quand leur séparation arriva en 1967, il était déjà en train de devenir quelqu'un d'autre, de se réinventer. En 1979, un second mariage, bref, presque effacé de sa mémoire officielle. Quelques mois de vie commune, pas d'enfants, aucune histoire racontée. Une parenthèse refermée avant même d'avoir été vraiment ouverte. Marielle avançait, cherchait, tâtonnait, comme ces personnages qu'il aimait jouer, des hommes qui ne savent pas encore ce qu'ils cherchent, mais qui ne peuvent pas s'arrêter de chercher. En 1979, il rencontra Catherine Françoise Burette. Ils se marièrent à Boulogne-Billancourt dans l'intimité, loin des flashs, et en 1980, un enfant naquit, François Arthur, le seul enfant de Jean-Pierre Marielle. Ce moment modifia quelque chose en lui, pas radicalement, mais une douceur s'alluma, un ancrage dans le réel que l'art seul ne lui avait jamais donné.
Malheureusement, ce mariage aussi prit fin en 1983. L'enfant grandit principalement avec sa mère. Marielle resta présent, à sa façon, avec ses limites, ses distances, ses maladresses d'homme pas tout à fait construit pour la vie ordinaire. Il le reconnut lui-même plus tard, avec cette lucidité désarmante qui lui était propre. Il avait ses regrets, mais il ne les dramatisait pas. Il les portait, simplement. Et puis, à l'aube des années 1990, alors qu'il avait déjà dépassé la soixantaine, il rencontra Agathe Natasson. Actrice accomplie, femme de caractère, elle avait tourné avec des légendes et s'était construit une réputation solide au théâtre comme à la télévision. C'est Jean-Paul Belmondo, l'ami de toujours, qui fit les présentations. Ce ne fut pas la passion des premières secondes, c'était quelque chose de plus lent, de plus profond, une reconnaissance mutuelle, deux êtres qui avaient assez vécu pour savoir ce qu'ils voulaient vraiment et qui se regardèrent en se disant, sans un mot, que l'autre était exactement ça. Leur histoire fut une complicité lumineuse. Ils riaient ensemble, ils travaillaient ensemble, ils partageaient une vision du monde faite de légèreté et de sérieux mêlés, comme deux musiciens de jazz qui improviseraient ensemble depuis toujours. En 2003, ils se marièrent à Florence, en Italie, sous le ciel toscan, entourés d'amis proches, loin des caméras et des mondanités. Agathe avait des enfants d'une précédente relation. Marielle devint pour eux une figure de grand-père au sens vrai, celui d'un homme qui raconte des histoires, qui fait rire, qui écoute sans jugement et qui rend chaque moment un peu plus vivant qu'il ne l'aurait été sans lui. Sur scène, leur alchimie était visible à l'œil nu. Les spectateurs qui les ont vus ensemble racontent tous la même chose. Ce n'était pas du jeu, c'était une conversation entre deux êtres qui se connaissaient par cœur. N'oubliez pas de vous abonner à Les Célébrités du Monde si ce n'est pas encore fait. Votre soutien nous permet de rendre hommage à des personnalités comme Jean-Pierre Marielle, de raconter ces histoires extraordinaires avec le soin et le respect qu'elles méritent. Rejoignez notre communauté, c'est là, juste en bas. Maintenant, arrêtons-nous. Parce que la suite n'est plus l'histoire d'un acteur au sommet de son art, c'est celle d'un homme qui commence à perdre quelque chose d'irremplaçable. Et c'est peut-être la partie la plus belle et la plus douloureuse de tout ce que nous allons raconter aujourd'hui. Tout commença comme ces choses-là commencent toujours, imperceptiblement. Un mot qui tarde à venir, une réplique qui glisse entre les doigts pendant une répétition, un nom suspendu dans le vide une fraction de seconde de trop. Pour un homme dont les mots avaient été le royaume, les armes, le souffle, ces petits ratés avaient quelque chose d'inquiétant. Mais Marielle était Marielle. Il plaisantait, il détournait, il transformait l'oubli en pirouette, sa manière à lui de tenir le monde à distance quand le monde devenait trop lourd. Agathe, elle, vit ce que lui refusait de voir. Elle connaissait ce chemin. Elle l'avait déjà traversé avec sa propre mère, emportée par la même maladie, Alzheimer. Ce mot qu'ils ne prononcèrent jamais entre eux, parce que le nommer c'était lui donner une réalité qu'ils n'étaient pas prêts à accepter. Alors ils vivaient dans cette résistance amoureuse, cette façon de refuser de céder, de se battre pour que les choses restent normales, même quand rien ne l'est plus. Au théâtre, Agathe devint sa boussole invisible. Elle était là, dans les coulisses, prête à souffler un mot, à stabiliser ce qui commençait à vaciller. Sur scène, il continuait de briller. La magie était encore là, comme si la mémoire du corps avait gardé ce que la mémoire du cerveau commençait à perdre. Mais entre deux actes, il pouvait lui demander où ils étaient, comment le deuxième acte s'était terminé. Et Agathe répondait, calmement, avec cette tendresse ferme de ceux qui aiment vraiment, pas pour ce que l'autre représente, mais pour ce qu'il est, même dans ses fragments. Les années avançant, la maladie prit le dessus sur tout. La voix qui avait rempli les théâtres, qui avait bercé des générations d'auditeurs de radio, se fit plus fragile, plus hésitante, avant de se retirer dans un silence cotonneux. Ce que la maladie lui volait, pièce par pièce, c'était le tissu même de son identité. Les souvenirs des tournages, les noms des réalisateurs, les visages d'amis qu'il avait aimés depuis des décennies. Tout cela s'effritait lentement, comme une fresque sur un mur humide. La maison devint un cocon soigneusement construit. Agathe maintint les rituels, préserva ce qui pouvait l'être, les disques de jazz du matin, les plats mijotés, les livres qu'il ne lisait plus mais qu'il aimait tenir dans ses mains comme des talismans. Et pourtant, dans ces brumes épaisses, il arrivait encore que quelque chose perce. Un regard de reconnaissance, un sourire au son d'un morceau familier. Et un jour, selon Agathe, qui le raconta bien plus tard avec des larmes dans la voix, il leva les yeux vers elle, la regarda avec cette intensité qu'elle connaissait depuis 30 ans et prononça un seul mot. Merci. Rien d'autre. Juste ça.
Mais dans ce mot, dans cette syllabe offerte depuis les profondeurs d'une conscience qui s'effaçait, il y avait toute une vie, toute une histoire, tout un amour. Le 24 avril 2019, à 16h24, Jean-Pierre Marielle s'est éteint à l'hôpital des Quatre-Villes à Saint-Cloud. Il avait 87 ans. La cause officielle était une septicémie, une infection terminale qui avait choisi un corps déjà fragilisé par des années de maladie. Conformément à ses souhaits les plus profonds, les obsèques furent discrètes. Pas de grande cérémonie nationale, pas de cortège télévisé. Juste Agathe, la famille proche, quelques amis fidèles, et le cimetière de Précy-le-Sec, là où tout avait commencé, là où l'enfant austère avait un jour rêvé de devenir romancier. La boucle se fermait dans la dignité, dans le silence qu'il avait toujours aimé. Mais l'histoire ne s'arrêta pas avec sa mort, elle changea de forme. Et c'est peut-être là sa dimension la plus émouvante. Pour Agathe Nathanson, le deuil n'arriva pas comme une vague unique qui noie puis se retire, il arriva comme une marée permanente. Elle continua à lui parler, le matin en faisant le café, le soir en tirant les rideaux. Elle lui posait des questions et écoutait le silence lui répondre à sa façon. Elle conserva sa place à table. Elle garda ses affaires, non pas dans un refus pathologique de la réalité, mais dans cette fidélité profonde qui est la marque des amours vraiment grandes. En 2023, elle fit quelque chose d'extraordinaire. Elle publia un livre. Pas des mémoires, pas une biographie, une collection de lettres écrites après sa mort, des conversations continuées par-delà l'absence. Elle lui racontait sa journée, elle lui décrivait ce que le monde était devenu, elle lui disait ce qui lui manquait, pas les grands moments, mais les petits détails quotidiens que seules deux personnes ayant longtemps vécu ensemble peuvent comprendre. Ce livre bouleversa ses lecteurs parce qu'il parlait de quelque chose d'universel. Ceux que nous aimons ne disparaissent jamais vraiment. Ils changent de résidence. Ils s'installent à l'intérieur de nous, dans nos pensées du matin, dans nos silences du soir, dans ce sourire involontaire qui surgit quand on entend une musique qui leur est au plus. Rappel, abonnez-vous à notre chaîne Les Célébrités du Monde. Votre soutien, c'est ce qui nous permet de continuer à exister sur YouTube et de consacrer le temps nécessaire à ces portraits profonds. C'est juste là, sous la vidéo. Un clic qui change tout pour nous. Jean-Pierre Marielle aura tourné dans plus d'une centaine de films au cours d'une carrière de plus de 50 ans. Il ne reçut jamais de César, il ne remplit jamais les colonnes des magazines People, mais il laissa quelque chose de plus rare et de plus durable que toutes les récompenses du monde. Une empreinte dans la mémoire collective, ces personnages que lui seul pouvait jouer, ces hommes imparfaits, touchants, ridicules, magnifiques, qu'il rendait universellement humains avec une précision artisanale que l'on met des décennies à développer. Il aimait Beckett, Camus, le bon vin, le jazz et les longues soirées à ne rien dire d'important, mais à tout ressentir. Il détestait la prétention, avec une sincérité presque farouche. Il avait une façon de rire qui mettait tout le monde à l'aise, et une façon de se taire qui forçait le respect. Même quand la maladie lui prit le reste, cette qualité de présence ne disparut jamais complètement, comme si l'essence de qui il était avait été gravée trop profondément pour que quoi que ce soit puisse l'effacer vraiment. Il n'était pas parfait, il le savait, et ne cherchait pas à le dissimuler. Il avait ses distances, ses absences, ses maladresses relationnelles, mais il avait aussi cette capacité rare, rendre le monde un peu plus vrai, un peu plus vivant, juste en y étant présent. On croyait chaque mot qu'il disait, on croyait chaque silence qu'il habitait. Et ça, c'est le plus grand don qu'un acteur puisse posséder. Dans un monde qui court après l'instantané et les 30 secondes de gloire recyclées à l'infini, Jean-Pierre Marielle représente quelque chose d'essentiel. L'idée que l'art véritable n'a pas besoin de se justifier, que la discrétion n'est pas une faiblesse, que l'on peut traverser une vie entière en refusant les compromis et arriver à la fin avec la conscience tranquille d'avoir été pleinement soi-même. C'est rare, c'est précieux. C'est le genre de leçon que l'on ne trouve pas dans les livres de développement personnel, mais dans les vies extraordinaires de ceux qui ont eu le courage de vivre autrement. Jean-Pierre Marielle n'a jamais cherché la lumière, il la rayonnait naturellement, sans s'en rendre compte, sans jamais la demander. Et c'est précisément pour ça qu'elle ne l'a jamais quitté, même aujourd'hui, même maintenant, alors que sa voix ne résonne plus nulle part, sauf dans les enregistrements et dans la mémoire de ceux qui l'ont aimé. Dans le vide qu'il a laissé,
il reste quelque chose d'indéfinissable, un souffle, une présence, l'écho d'une voix qui a dit des vérités que personne d'autre n'aurait osé dire, avec la grâce tranquille d'un homme qui n'avait rien à prouver et tout à donner. Si son histoire vous a touché, si vous avez trouvé dans ce récit quelque chose qui vous a remué, abonnez-vous maintenant à Les Célébrités du Monde. Votre soutien, c'est ce qui nous permet de continuer à raconter ces portraits uniques, à aller chercher dans l'ombre ce que les grands médias oublient de mettre en lumière, à honorer ceux dont la vie mérite d'être connue et rappelée. Likez cette vidéo si elle vous a plu. Partagez-la avec quelqu'un qui aime le vrai cinéma, les vraies histoires, les vraies vies. Et laissez-nous dans les commentaires le moment Jean-Pierre Marielle qui vous a le plus marqué. Quel film, quelle scène, quelle réplique est restée gravée en vous? On lit tout, on vous répond. Parce que cette chaîne, c'est aussi vous. À très bientôt sur Les Célébrités du Monde.